Oui, je suis quelqu'un qui est très sensible à la banlieue des villes. J'y suis né d'abord et j'ai voulu faire un compte à rebours, revenir dans ce lieu de mon enfance en construisant cette architecture pour accueillir mon travail, pour accueillir les œuvres, car je crois qu'il y a peu de lieux porteurs pour les œuvres. Il y a les musées bien sûr, mais c'est toujours un peu statique. Et c'est donc un endroit où je ne travaille pas, qui est simplement une sorte de réservoir d'énergie où je mets mon travail et que l'on peut peut-être sentir un peu plus puisque cette architecture a été faite par moi-même. Donc il y a une synthèse et une osmose entre mon vécu, ma vie, cette architecture que j'ai voulue, qui a été construite, et les œuvres qui en découlent. Camperano, ça c'est un portrait, un autoportrait tout récent qui est intégré au carreau blanc. Oui, ça fait 25 ans que je privilège ce matériau, la céramique, et il était tentant pour moi d'essayer d'aller encore plus loin avec le carrelage, c'est-à-dire rentrer dans le carrelage, s'enfoncer dans la matière, et j'ai pu réaliser cette cuisson, c'est-à-dire à partir de ma photo d'identité, l'émulsionner et la faire rentrer dans la céramique. Le portrait a été cuit au four à 1000 degrés et j'ai pu voir par le hublot de ce four mon visage devenir rouge, cramoisi, et à 1000 degrés voir le carreau se tordre et se déchirer comme ça, et voir ce visage devenir rouge sang, et c'était évidemment très très impressionnant. Ensuite le calme est revenu et l'émail a repris sa planéité et c'était magnifique. Juste à côté de l'autoportrait, il y a le pot, c'est une œuvre, le pot et le livre, c'est une œuvre des débuts, et le pot fait le lien, on peut dire, avec votre formation, l'horticulture que vous abandonnez très vite pour la création dans les arts. Quel est ce rapport du pot de fleurs, sans fleurs, rempli, bouché, de béton et peint en rouge? Oui, j'ai fait dans les années 1954, des études d'horticulture qui m'ont amené à une école à côté de Versailles. Et j'ai donc appris à faire pousser les plantes dans des pots de fleurs, entre autres. Et lorsqu'en 1959, j'ai quitté l'horticulture et que je suis rentré dans la culture, parce que finalement, en 1962, je commence les premières œuvres, très instinctivement, j'ai souhaité reprendre cet élément de la nature qui était le pot de fleurs et lui redonner un nouveau sens, c'est-à-dire tenter une sorte de greffe ou d'alchimie, et j'ai rempli ce pot de fleurs avec du ciment. Donc à partir de ce geste radical, plus rien ne pouvait pousser dans les pots de fleurs, mais en même temps une nouvelle naissance commençait à s'accomplir, et donc une nouvelle floraison, si je peux dire, commençait à naître. Vous pouvez nous parler de ces objets qui sont autour de vous, de différents provenances, différentes époques, et puis cette œuvre qui vous garde. Oui, j'essaye de ne pas faire de différence entre notre époque, donc l'art de notre époque, les civilisations anciennes. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord que le temps est un temps notre vie, enfin, nous fait prendre la globalité des choses, et je trouve que quand on fait un morcellement du temps, c'est toujours très faux et c'est dangereux. Donc j'essaye de voir si on ne peut pas réunifier toutes ces choses
essayer de se dire que dans le fond c'est le monde de l'homme, c'est l'univers de l'homme, et essayer de voir si toutes ces différences n'ont pas un sens commun. Et c'est pour cela que j'ai quelques objets des civilisations anciennes que j'ai employés du reste même dans mon travail, en les remontrant sur la céramique. Et à l'extrémité, là vous avez des morceaux de la maison qui sont des morceaux de cette maison qui a été construite et déconstruite 5 fois, et qui, à côté de ces objets, montrent que dans le fond c'est la même alliance. Il y a toujours construction, destruction d'un temps, d'un moment, et c'est le constat que je souhaite faire. Ce travail sur la céramique me permet de faire rentrer dans cet univers des objets et des choses, entre autres de civilisations anciennes, comme ce crâne de Nouvelles-Hébrides, qui a la particularité d'avoir une scarification, une sorte de fœtus gravé dans l'os, et je trouve très émouvant et très puissant ce raccourci entre la mort et cet objet de naissance. Ce travail sur la céramique me permet de faire confronter des éléments de civilisation ancienne, comme ce crâne de Nouvelles-Hébrides, et la particularité qu'il a, qui est pour moi émouvante, c'est cette confrontation entre ce crâne, entre la mort et ce signe de naissance. Là, nous sommes devant un assemblage de 1965. C'est ce travail que je soulignais sur l'horticulture et la culture, le pot rempli de ciment et peint en rouge, avec un numéro qui était mis à cette époque et qui était une sorte de matricule donnée à ce geste. Dans les années 66-70, je mesurais très exactement la hauteur du projet sur lequel je travaillais, de l'œuvre, et j'y inscrivais une jauge sur la partie gauche qui reprenait donc très exactement la dimension du projet.
Donc cette jauge faisait partie du projet également. C'était une sorte de prise sur la réalité pour être en réalité toute proche avec sa présence physique, avec sa dimension physique. En 1964, une petite série de collages tout à fait important pour moi est réalisée à partir des papiers de deuil que l'on fabriquait à l'époque. Et je me suis rendu compte de l'importance de ce geste à ce moment-là, car le filet extérieur qui fait 5 mm de large a préfiguré tout le travail sur le carrelage par la suite qui s'est réalisé pendant 25 ans, c'est-à-dire que j'ai remis ces 5 mm autour des carreaux, comme je les avais vus dans les laboratoires et dans les lieux utilitaires. En 1972, j'ai travaillé à partir, encore une fois, des éléments de la réalité, en prenant les objets du funéraire. J'ai employé également une série d'armes réelles que je baptisais, le mot n'est pas trop fort, en les trempant dans 4 bains de couleurs, le rouge, le vert, le jaune, le bleu. Ces couleurs étant les couleurs basiques, primaires, au sens où l'enfant entend que un pot de fleurs est rouge, que le gazon est vert, que le sable est jaune et que le ciel est bleu. Il y a 3-4 ans, j'ai travaillé sur la thématique du drapeau français en achetant d'authentiques drapeaux en coton et en recouvrant la surface centrale de carrelage blanc. J'estimais que ce blanc central est un territoire sur lequel je me suis expérimenté pendant de nombreuses années et j'ai pensé que ce blanc du centre du drapeau, je m'autorisais à faire des expériences sur ce blanc. Il n'y avait aucune provocation, c'était simplement un champ d'investigation, un champ libre, et le bleu d'un côté et le rouge de l'autre encadrer en quelque sorte l'expérience. Et au centre, j'ai mis une couronne de fleurs naturelles que j'ai laissé vivre sa vie et les fleurs se sont mises à sécher. Donc il y a eu une métamorphose, une transformation de l'œuvre et donc une vie propre qui s'est inscrite sur cette surface. J'ai fait cette petite pièce en 1966. J'étais jeune à l'époque, je devais avoir 24-25 ans et j'avais encore des impulsions sur mon enfance et je ne voulais surtout pas faire de censure. Et je l'ai réalisé comme ça, très instinctivement. Il y avait encore cette volonté de rêver un peu ma vie et ma prime enfance. Je crois qu'elle est très symbolique de toute ma démarche parce qu'on sent la nécessité de clôture, de se protéger du monde extérieur et en même temps la violence du rouge et du blanc pour signaler en quelque sorte que c'est un peu mon territoire sur lequel je vais opérer. C'est un authentique container comme on peut les voir dans les ports, sur les camions, sur les routes. Donc c'est une boîte très fonctionnelle qui fait entre 2000 et 2500 kilos et qui est devenue une sorte d'habitacle avec ces 2 portes qui peuvent se refermer. Et on retrouve là cette dimension des tableaux de la fin du Moyen-Âge avec comme l'agneau mystique, avec les portes qui se referment et qui protègent en quelque sorte le secret. Ces containers, 2 containers ont été réalisés jusqu'à ce jour. Le premier est au centre Pompidou et celui-là, donc, avec son univers tout en carrelage, abrite tout au fond
un signe authentique que l'on employait il y a un certain nombre d'années dans les centrales nucléaires pour signaler quand il y avait des postes de secours à signaler. Donc ce signe très violent qui est un signe du XXe siècle et qui est un peu la continuité du grand et magnifique travail de Malevich, montre que on a eu au XXe siècle des signes forts comme ça, très violents et très forts, et quel que soit ce qu'ils disent, ils font partie de notre paysage. Ce sont des boîtes à stérilisation, entre autres, qui sont posées sur des socles en céramique. Toujours cet univers sur lequel je travaille depuis si longtemps. Ces boîtes m'intéressent car elles sont de la réalité, elles viennent de la réalité, il n'y a pas d'ornement, tout est utilitaire, donc c'est un signe que l'on a pu rencontrer un jour ou l'autre dans sa vie. Et puis ça pose un autre problème également, c'est que ça pose le problème de la sculpture. En sculpture, on pose un socle et on pose un objet dessus, on pose une sculpture dessus. Et là, j'ai pu associer les deux, c'est-à-dire que ces boîtes de stérilisation viennent naturellement se poser sur ce socle en céramique, c'est-à-dire que je résous, à mon sens, le problème de la sculpture en mettant naturellement un objet qui serait posé sur une table ou sur une base dans une association naturelle. Je crois qu'on peut sentir que dans cette démarche, ce sont les signes de notre société qui m'intéressent, enfin en tous les cas qui m'interpellent. Et dans les années 62-64, je travaillais avec des panneaux de signalisation routière et il y a un an et demi, j'ai ressenti très, très fortement ces nouveaux objets qui nous sont apparus sur les écrans de télévision qui étaient les masques à gaz, enfin ces tenues de NBC, tenues de décontamination avec la guerre du Golfe. Et cet objet que tout le monde a vu et qui est pourtant un objet du XXe siècle, puisque je crois que les premiers masques à gaz ont été employés à la guerre de 14, était devenu un signe si fort, et j'ai voulu me confronter à cet objet et témoigner en quelque sorte de la nécessité de ne pas avoir de censure, d'employer ces objets en tant qu'artiste. Et j'en ai fait quelques assemblages qui ont été montrés au Musée d'Art moderne de Chicago pour ma rétrospective au début de l'année. La guerre du Golfe venait juste de se terminer et vous pouvez imaginer la sensation que les personnes qui ont visité cette exposition ont pu avoir en voyant ces objets à chaud. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de rencontrer aux États-Unis un très bon artiste américain qui s'appelle Haim Steinbach et qui emploie lui également l'objet dans évidemment un tout autre registre, mais qui emploie les objets de la réalité. Et curieusement, au début de l'année, il présentait dans une exposition des casques de police allemande aussi qui étaient alignés, et je ne le savais pas du tout, et moi de mon côté je présentais des alignements de masques à gaz donc au musée de Chicago. Et la confrontation de nos travaux, nous sommes rencontrés, nous en avons parlé et tout ça, nous a apporté une dynamique, car nous n'étions pas chacun travaillant de son côté. On a pu vérifier qu'au même moment, toujours dans l'histoire, il y a des parallèles et que ces parallèles sont source d'enseignement. C'est une des dernières œuvres que j'ai réalisées et je ne me lasse pas de contempler la réalité car elle est pour moi source d'inspiration. Comme vous le voyez, c'est une croix que l'on trouve au-dessus des pharmacies dans les villes. Donc ce sont ces signes qu'on ne remarque peu en quelque sorte. Enfin, on sent l'urgence des signes, mais en fait on ne se rend pas compte également de
de tout ce qu'ils apportent dans le paysage urbain. Et je suis imprégné de toute cette réalité et je les emporte dans mon univers. Pareil, 5 secondes, 6 secondes. Si c'est mauvais, je dirais que c'est de votre faute. Même pas, ils disent quelque chose. Je vous demanderai le match. Ça y est? C'est long au plan, dis donc. C'est vachement plus beau que ça.
c'est beau, hein. C'est pour ça qu'il faut m'entraîner. Pierre Parra, pour vous, la peinture, alors c'est une activité qui est parallèle à l'architecture, ça a autant d'importance, enfin, comment ça se situe? Vous avez été d'abord peintre ou... Oui, comme beaucoup d'architectes, j'ai commencé par la peinture, oui. Plus exactement par le dessin. Par le dessin. J'ai dessiné très jeune. J'ai pris des leçons de dessin relativement jeune. Et puis je me suis mis à peindre plus tard. Quand on va dire que c'est parallèle, c'est pas tout à fait exact. Hein. Mon activité principale, c'est quand même l'architecture. Et puis de temps en temps, j'ai envie de peindre sans aucune motivation particulière qu'un plaisir. Donc ce n'est pas un dérivatif, c'est quelque chose qui est... Ah non, c'est pas... Non, là... D'ailleurs, malheureusement, je suis taxé d'amateur. J'ai essayé d'être professionnel en peinture, j'ai fait 3 expositions, 4 même. Mais je ne consacre pas suffisamment de temps, suffisamment de moyens pour être professionnel. Mais j'ai horreur de l'amateurisme dans le sens... je pense qu'il faut aller au bout des choses. Donc, quand j'ai le temps, quand je le ressens, je me mets à peindre. Bon, voilà. Et pour vous, alors? Oui, l'analyse de ça, c'est très compliqué. En fait, l'intérêt de la peinture, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire de tout. On est seul en face de son papier ou de sa toile, avec ses fantasmes personnels. On n'a pas d'associés, de structure d'agents, de gens sur lesquels on peut rejeter, d'ouvriers de chantier, sur lesquels on peut rejeter les fautes éventuelles et les manques d'architecture. Il y a un alibi dans la... écoutez les confrères, vous verrez, ils vous disent toujours ah, ça aurait pu être fabuleux, mais j'ai été trahi, j'ai été ceci, j'ai été cela. En fait, il y a une seule véritable trahison, c'est soi-même. Et là devant une toile blanche, on est seul, hein, sans aucun alibi. C'est peut-être une des motivations, en fait c'est pas la vraie. Moi je crois que d'une façon générale, je fais ce qui m'intéresse et je crois que c'est le plaisir qui guide tout. Si je fais de l'architecture, c'est d'abord parce que ça me fait plaisir. C'est pas tellement pour une motivation sociale ou je sais pas quelle motivation comment dirais-je, prétexte faut faire valoir. Je crois que la recherche architecturale, je ne parle pas de la profession en elle-même qui est une profession, mais la recherche architecturale, c'est d'abord un plaisir. Allez-y. Je parle pas là. Si vous voulez.
Donc ce que vous faites là, ce sont des femmes dans le désert du Yémen. Écoutez, oui, apparemment vous ne l'avez pas compris, donc c'est pas tellement ça. Mais par tempérament, par formation, je devrais faire de la peinture abstraite. J'en ai fait d'ailleurs. Hein. J'étais un grand admirateur de Soulages, de Poliakov, etc. Mais, par contradiction peut-être, je suis revenu à un certain réalisme. Hein. Je suis parti de l'abstraction. Je pense que la peinture est quand même à une substructure d'abstraction. C'est toujours une abstraction. Hein, mais j'ai besoin de... Alors je me raccroche à un certain nombre de thèmes, je m'aperçois, parce que ça dure depuis des années cette histoire-là, que je me raccroche à des thèmes. Hein. Alors j'ai les femmes habillées dans le noir, que j'ai vues au Yémen, au Maroc, etc., dans des vents impossibles, etc. Et bon, ça m'a frappé, puis ça correspond probablement à des trucs non analysés. Hein. J'ai le thème d'Icare, j'ai fait des dizaines de dessins sur la chute d'Icare. Je me dirais, je ne suis pas le seul, Picasso l'a fait aussi. Bon, et puis j'ai des couleurs, je dessine aussi des structures, enfin, je retrouve là des motifs architecturaux. Hein. Je pense que si je fais une exposition, ce qui n'est pas certain, je l'axerai là-dessus. J'axerai sur les structures, mais les structures éclatantes, éclatées, la destruction, à la fois la naissance du chantier et la destruction de l'œuvre. C'est là un de mes fantasmes favoris et j'essaierai de le développer. Il y en a un là, d'ailleurs derrière, à côté, vous avez vu? Oui, je les vois derrière. Ce qui est tout à fait là-bas, les colonnes qui éclatent. Enfin, là aussi, vous me direz que vous voyez plutôt une salade avec des tortues. Hein? Oui, je vois, je me rends compte. Voilà. Pierre Para. Oui. Alors, un de vos regrets, c'est de pas jouer de piano. Vous auriez voulu aussi pouvoir jouer du piano. Oui, non, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je suis assis au piano de mon épouse. Je pense que la musique est le seul art dans lequel je ne participe pas. C'est-à-dire que je n'ai aucune connaissance musicale, aucune technique musicale. Je ne fais que jouir de la musique. Je suis totalement passif. Tandis que dans toutes les autres, dans les expositions de peinture, de sculpture, d'architecture, de cinéma, j'ai envie de me mettre derrière la caméra, j'ai envie d'acheter des pinceaux, j'ai envie de participer. C'est peut-être illusoire, mais en fait. Tandis qu'au piano, là, vraiment, je suis complètement démuni. Et c'est un regret. Le regret, c'est là, maintenant que j'aurai peut-être un peu plus de temps, c'est de me mettre au piano, de pouvoir jouer. D'ailleurs, j'ai un copain un peu plus jeune que moi qui est en train d'apprendre à jouer au piano, il s'en sort très bien. Mais moi, je pense que là, il est trop tard. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, j'en ai un là, très clair. Un gris de sable fantastique. C'est un très beau plan, je mets ça aux télé. Eh ouais. Alors moi je suis prêt là, si vous voulez dessiner. Oui, moi je vais dessiner. Qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il faut que je parle aussi. Bah, vous pouvez parler, c'est pas interdit. Hein. Non, si vous voulez, ici je fais deux choses ici. Hein. Je fais soit de l'archi, soit de la recherche archi, parce que j'ai le temps et envie de le faire en week-end, ça m'arrive, comme c'est le cas ici. Soit je fais des dessins proprement dits, vous n'avez pas vu, il y en a en bas, et je fais de la recherche de dessins souvent, des croquis préliminaires, de dessins ou de toiles que je ferai plus tard. Parce que l'espace est réduit et puis je travaille à plus petite échelle, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est un plafond. Recherche de plafond. Donc là, c'est par le dessin, par le croquis, comme ça à main levée, que vous orientez votre recherche à partir de cet immeuble, de cette réalisation que vous envisagez. Une question très complexe. J'ai bien compris. Question très complexe. En fait, moi, contrairement à un certain nombre d'architectes, c'est une mode actuelle, qui disent ne pas dessiner, ne penser, de projeter, faire dessiner par d'autres,
Je crois que ce processus intellectuel est incomplet. Moi, je crois que le dessin, en soi, d'abord, c'est un plaisir. J'y reviens, toujours le même principe de plaisir. Mais indépendamment de ça, je crois que l'inconscient passe à travers les lignes. Et que dans le dessin, on découvre, quand on sait le lire, bien sûr, des choses dont on n'avait pas conscience au moment où le geste se faisait. Je crois que je ne suis pas le seul à avoir constaté ça. C'est vrai dans le dessin pur et dur, c'est vrai dans le dessin d'architecture, dans les diagrammes d'architecture. Il y a des choses inconnues qui se développent par la suite. Et ça, je crois que ce serait dommage dans un privé, non? Très bien, maintenant vous pouvez faire un autre dessin, prendre un autre croquis. Déjà rien d'intéressant là. Donc vous pouvez partir du blanc, d'une feuille blanche. Ouais, c'est plutôt l'architecture. Il faut que je m'occupe de ça cet après-midi. Par exemple, sur une feuille blanche, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que j'ai vu souvent quand on préparait le livre que c'est avec le croquis. Par exemple, la réalisation, le processus de réalisation, d'idéation même de Bercy. Ouais, si vous voulez, oui, dans un certain sens, Bercy, c'est une horizontale. Moi, je suis parti d'une horizontale couvrant un stade. Bon. Et puis, j'ai pensé que le parc de Bercy existant, il fallait que ces énormes bâtiments soient compris dans le parc. Et de là, l'idée des talus, qui était d'ailleurs à l'origine des vrais talus, et qui sont devenus des faux talus parce qu'on a creusé pour mettre tout ce qui était nécessaire. En fait, ce croquis-là a été très très rapide. Il y avait eu des variantes avec des choses plus ou moins tendues, sous-tendues, qui n'étaient pas complètement horizontales. Puis on est arrivé assez rapidement à l'horizontale. Et les talus étaient presque d'origine. Alors là-dessus, il fallait tenir cette grande toiture et le parti simple, ça a été d'abord de couvrir à 45 degrés pour avoir les 120 mètres de livre en portant que 80 mètres. Hein, et donc tenir toute la toiture, qui est en même temps le grid technique, par 3 poteaux à l'échelle, bien sûr. Donc il y avait aussi là un souci de monumentalité, de trouver une méga structure, et ne pas retomber dans une petite structure habituelle, je dirais, de portée habituelle. Et aussi l'indépendance totale du système grille-couverture du reste du bâtiment. Voilà, je n'en aurai pas plus. Alors Pierre Para, votre agence que vous avez créée avec Michel Andro, elle a été créée dans les années, fin des années 40, début des années 50. Le premier projet, qu'est-ce qui a fait que cette agence a été fondée? Le fait que je m'étais libéré assez tôt personnellement de mes patrons, sur lesquels j'ai travaillé très tôt dans ma vie. Enfin, je ne vais pas raconter de ma vie, mais j'ai travaillé très tôt, donc il y avait très longtemps que je travaillais dans d'autres agences, et j'en avais assez. Je n'étais pas fait pour être collaborateur. Donc j'ai fait un certain nombre de concours, et au 2e ou 3e concours, j'ai proposé à Andro de faire un concours assez lourd, qui était la basilique de Syracuse. On s'est engagé là-dedans sans aucun moyen. Les premières études sont faites dans la chambre où est née ma fille à la fin du concours, d'ailleurs. Je me rappelle même qu'on a eu des collaborateurs gratuits, des copains qui venaient nous aider, pour dire à quel point on n'était pas armés pour ce genre d'exercice. Alors la chose bizarre, ça a été que ce concours, il y avait peu de concours à l'époque. C'était un des premiers concours internationaux importants. Et c'était en Italie. Or, les Italiens tenaient le dessus du pavé avec Ponti et toute son école. Ils ne faisaient rien d'avant-garde, entre guillemets, et l'architecture tout court, sans que les Italiens y soient mêlés. Alors, le paradoxe, c'est que on a été lauréat de ce concours en Italie, en Sicile. Le second était d'ailleurs un Français, c'est Guillaume Gillet, et le 3e un Allemand. Donc, il y a eu un éclatement de la part des architectes italiens qui nous ont pas mal gênés pendant 2 ans pour essayer d'empêcher de construire la réalisation du sanctuaire.
Le dit sanctuaire, finalement, a été réalisé partiellement sous forme de la crypte 5 ans après. Et c'est seulement en 85 qu'on a repris les études pour faire la nef qui est actuellement en construction et qui sera terminée en 93, inaugurée par le pape. Voilà l'origine de la création de l'agence. C'est après ce succès qu'on a décidé de s'allier et de fonder une agence commune. Donc c'est ce lieu de culte, cette basilique qui fonde l'agence, mais finalement c'est maintenant seulement, l'année prochaine, lors de l'inauguration, que... C'est 35 ans, c'est en 93 plutôt que 92, c'est 35 ans après que l'objet sera réalisé. Je le sais puisque ma fille est née le 31 janvier et que le rendu du concours, la fin du concours, est le 30 janvier. Et donc elle a 34 ans actuellement, elle en aura 35 ou 36 au moment de l'inauguration. Et alors comment ça se passe de créer une agence et de travailler comme ça pendant plus de 30 ans en collaboration? Parce que vous formez pratiquement un couple d'architectes. Andro Para, on ne dissocie pas les deux noms. Comment ça se passe de mener un parcours comme ça, d'une carrière d'architecte avec un confrère en association? Bon, ça s'est pas si mal passé. Dire que ça a toujours été égal, non. Il y a eu plusieurs périodes. La première période a été très dure parce qu'on était tous les deux très jeunes. J'avais 28 ans à l'époque de Syracuse. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'affaires. On a attendu, on a fait des visites, on a fait des concours, on a essayé de s'imposer. Il y a une deuxième période qui a été l'affirmation de l'agence. Là, on retrouve une activité de logement très importante, parce qu'à l'époque, il se construisait des grands ensembles gigantesques. Et puis, le souci aussi de faire des monuments, enfin des œuvres plus spéciales, plus spécifiques. Ces deux activités, on les amenait toujours parallèlement. Et au fond, cette période-là a culminé par le concours d'Ivry en 72, où on a là aussi marqué l'époque. C'était quand même le plus gros chantier d'Europe. Et puis après, nos rapports ont été différents, certainement, et maintenant, bien qu'on continue à gérer ensemble une agence importante, on a aussi des activités annexes séparées. Je crois que c'était nécessaire pour la bonne entente d'ailleurs des deux protagonistes. Quand on voit les projets, quand on voit les réalisations, quand on voit votre œuvre d'architecte, il y a non seulement des réalisations de prestige, disons, il y a cette basilique, on peut même parler de réalisation de prestige en parlant du parc de Bercy ou de la tour Totem. Mais dans votre œuvre, il y a aussi alors toute une attention que vous avez portée sur le logement. Et notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la ville d'Ivry. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de oui, je pense que immense projet? Ça rejoint une conférence que j'ai faite à l'Arsenal il y a récemment, et j'ai écouté celle de Claude Parent. Je crois que il y a deux positions d'architecte. Et on a essayé de faire les deux à la fois. Il y a une position d'architecte qui est celle de Parent, c'est après ce que j'ai pu comprendre, et d'autres, qui est l'architecture, c'est l'objet cher ou pas cher, mais c'est plutôt généralement cher, poussé à son maximum de qualité, de recherche. C'est absolument indispensable. C'est une architecture de laboratoire. C'est une architecture porteur d'idées d'avenir. C'est une architecture du cousu humain. C'est le grand couturier. C'est la robe unique, adaptée à une personnalité. Ça me paraît indispensable. Il n'y aurait pas d'architecture s'il n'y avait pas cette recherche formelle, constante, sur des objets précis, avec des moyens plus ou moins aléatoires. Cette voie-là, on l'a choisie. On l'a choisie, on l'a subie, on l'a cooptée, dirons-nous, parce qu'elle est l'essence même de l'architecture. Mais il était nécessaire aussi de se pencher sur l'architecture quotidienne, sur l'architecture de grande production. Et actuellement, il n'y a pas de politique, parce que tout ça est politique aussi. Il n'y a pas de politique, il y a une politique de grands monuments, on la connaît, celle du président de la République. Mais il n'y a probablement pas une politique de qualité architecturale, sauf
certains maires qui font appel à des architectes, à des urbanistes. Il n'y a pas une recherche fondamentale au niveau de l'architecture quotidienne, que ce soit le bureau, que ce soit le logement, que ce soit les lieux de rencontre. Cette architecture plus modeste, avec des moyens beaucoup plus modestes, se doit de faire, de contribuer en tout cas, au cadre de vie de tout un chacun. Et je crois que c'est très très important. Et moi personnellement, et je crois que c'est le cas d'Andro aussi, on est assez fiers d'avoir pendant, mettons, 15-20 ans, constamment travaillé sur ce qu'on appelle le logement social, bien que j'aime pas beaucoup le mot social, sur le logement tout court, et l'habitat, c'est-à-dire le prolongement de l'habitat, le prolongement du logement, avec des recherches formelles assez poussées et des expérimentations. Et je veux dire une certaine réussite, parce qu'on a construit 50 à 60 000 logements, ce qui ne reste pas du logement de laboratoire. 20 ans, 25 ans après, on peut encore les visiter, nos logements, et on n'a pas honte de passer devant un certain nombre de groupes qu'on a réalisés dans la région parisienne ou ailleurs. Et la ville d'Évry, est-ce que c'était un grand projet d'aboutir finalement à une certaine utopie d'un confort de logement pour des personnes qui n'avaient pas de grands moyens, enfin un logement construit à faible coût, et c'est un projet qui a finalement été avorté? Oui, comme tous les projets en France. Alors là, qu'elle soit de gauche ou de droite, les gouvernements, l'État, ne suit pas les promesses qu'elle fait au niveau d'un concours, au niveau d'une consultation. Il est rare que ça aille jusqu'au bout. On nous a traités de mégalos parce que l'ensemble de Évry faisait 7000 logements, tous équipements, voiries, etc. C'était considérable. Mais en fait, ça s'était divisé par tranche, c'était parfaitement réalisable. On a réalisé une tranche de 2000. On était quand même une dizaine d'architectes, je tiens à le préciser, on n'était pas seuls. Et puis il y avait des urbanistes, il y avait des bureaux d'études, etc. En fait, c'était d'ailleurs une collaboration intense entre différents corps de métier. Il y avait un leader, il y avait quand même... C'était en principe nous les leaders. Bon. On a réalisé 2 ou 3 000 logements partagés entre les différents confrères. Bon. Mais on a fait des erreurs, c'était très très dur. C'était ambitieux, donc il n'y avait pas les moyens financiers, ils ne suivaient pas. Donc c'était ambitieux, on a été obligé d'abandonner certaines choses, on a fait un certain nombre d'erreurs, etc. On se serait corrigé spontanément et on aurait profité de ces premières tranches pour faire une seconde tranche, certainement bien plus intéressante que la première. À ce moment-là, le concours s'est arrêté, enfin, l'établissement public a repris les terrains, tout a été abandonné, on n'a pu rien faire. Moi, je voulais attaquer le ministre. Et non, je ne sais même plus quel ministre était à l'époque, ministre de l'équipement. Bon, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ceci dit, c'est assez triste de constater que généralement, des expériences de gens qui étaient relativement uniques n'aboutissent pas, ne vont pas jusqu'au bout. Quand on a une œuvre comme la vôtre... aujourd'hui, avec tout ce que vous avez réussi, avec tous les moyens que vous avez maintenant, toute cette connaissance, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos projets? Si vous voulez, moi, je vais répondre à titre personnel, là. J'ai envie de faire la même chose. C'est-à-dire avoir des programmes particulier de ce que je disais tout à l'heure, de la haute couture. J'ai envie de faire de la haute couture, j'ai envie de faire un musée, c'est un programme qu'on n'a pas pu aborder, on a loupé au bourg. J'ai envie de faire des choses pas forcément importantes. Une des dernières réalisations de l'agence qu'on voit dans le livre d'ailleurs, qui n'est pas terminée, qui va se terminer dans quelques mois, en septembre, c'est l'ambassade d'Islamabad. Bon, c'est une toute petite opération, très modeste au niveau surface et au niveau investissement. Et malgré tout, on a pu faire de l'architecture avec une certaine liberté, ce qui est quand même assez rare. Donc ça, c'est un des pôles. Je tiens à continuer à me faire plaisir, comme je le disais tout à l'heure. Et d'autre part, je souhaite avoir une activité, un rôle de conseil. Je tiens à travailler avec des jeunes architectes et sur des programmes d'une certaine ampleur où on reprendrait, et c'est un devoir pour les architectes de reprendre le pouvoir au niveau de l'urbanisme. On ne peut pas laisser ce qu'on appelle l'urbanisme, qui est en fait de l'architecture, aux mains des technocrates.
il faut que les jeunes équipes se fassent connaître, s'imposent. Il y a des ouvertures actuellement, par quelques concours, quelques consultations de certaines mères touchées par la grâce. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Il faut s'imposer. Et là, je souhaite participer. Je ne souhaite pas faire. Je ne souhaite pas refaire ce qu'on a fait. D'ailleurs, je ne souhaite jamais refaire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, donc, aborder ces problèmes-là touchant l'unité de quartier, le logement, l'urbanisme, etc., les moyens de communication, tous ces problèmes-là se font en équipe. Et je souhaite y participer. Donc, on retrouve les deux pôles. Le pôle de l'architecture au quotidien, hein, dans lequel je souhaite participer plus en tant que conseil qu'en tant que membre actif. Et puis, d'autre part, l'objet, mûrement réfléchi et abouti. Merci beaucoup. On vous dira. Ok là? Non. Encore un peu. Là, vous voyez, c'est bon. Est-ce que là, il ne faut pas qu'elle soit trop près? Il faut la... On va la reculer. L'avancer un peu. Là. Voilà. Vous avez pris quelque chose ou pas, Philippe? Oui, ça tourne. Bon alors monsieur, vous venez ici maintenant, tu te mets là-bas au bout, tu me tiens. Elle ne va pas taper là, il ne faut pas la reculer plus. Non, ça va. Vous y êtes? Alors là, on va l'incliner, là, il faut s'en aller, hein. Allez, pas. Ne la tombez pas. Voilà. Il ne faut pas essayer de la toucher, hein. Voilà, hop, je vais la poussière. Vous voulez finir ou pas? Philippe? Très bien. Voilà. Demain matin, peut-être que ce soir, je ne sais pas, on la remettra. C'est moi impressionnant. Soit ce soir, soit demain, on la remonte. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est comme vos clés. Non, mais c'est tous ces dossiers qui sont tombés. Là. Que dois-je faire?